Bonjour les amis, c'est un Paname exceptionnel aujourd'hui consacré au Louvre, le musée le plus fréquenté au monde, avec en temps normal pas loin de 10 millions de visiteurs par an. C'est un bâtiment, vous le voyez, d'exception avec 73 000 m² de galeries d'œuvres d'art, soit l'équivalent de 10 terrains de football. Pour le visiter, il faut 4 jours complets en consacrant 10 secondes par œuvre d'art. Et encore, vous n'aurez pas tout vu, car la majorité de ces œuvres d'art est dans les sous-sols du Louvre. C'est donc ce lieu unique que je vous propose de découvrir tout de suite, mais aussi les alentours qui sont, vous le verrez, tout aussi remarquables. Un Paname qui claque cette semaine, puisque nous allons rayonner autour de ce magnifique musée du Louvre. Un sous-sol éclairé par un plafond de verre, un accélérateur de particules, des radios géantes, des scientifiques, visite privée au centre de recherche et de restauration des musées de France. Si je pointais l'accélérateur vers la Lune, il faudrait une quinzaine de secondes pour Ah oui, atteindre déjà. Après un an de travaux, l'une des plus belles galeries du Louvre nous ouvre ses portes, la galerie d'Apollon. Et je ne pouvais pas vous retrouver ailleurs que dans la galerie qui porte votre deuxième nom, Oh, vous Apollon. exagérez, tout ça pour me voir faire le malin. Les pelmeni, vous connaissez, non? Yvan s'essaiera dans le pliage et l'assemblage de ces petits raviolis farcis. Sachez que c'est un plat traditionnel des chasseurs sibériens. Allez, nazdrovie. Nazdarovie, Qu'est-ce que vous avez dit? Nazdarovie, ça veut dire à la santé. Dans les caves du Louvre, Yvan va créer la cuvée Paname, en assemblant des vins bruts issus de plusieurs cépages, pourvu qu'ils soient bons. Donc là, j'ai fait un coup du Rhône, quoi. Mais avant d'être enivré par la boisson des dieux, Yvan est attiré par une curieuse machine collée sur les pentes vitrées de la pyramide du Louvre. Bonjour Mathieu. Bonjour, C'est l'heure du grand nettoyage. c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est une machine en fait qui permet de nettoyer les vitres. Et en fait, il a une sorte de marche en fait comme l'animal le gecko. Ah oui, on voit vraiment là, on voit vraiment les ventouses en dessous. C'est ça, Et le gecko, c'est son nom alors, j'imagine. c'est ça, exactement. Ils se sont inspirés en fait de la nature pour créer ce robot unique pour la pyramide. Comment ça, un robot unique pour la pyramide? Tout à fait, voilà. Ce robot a été conçu spécialement pour la pyramide. Et vous le pilotez avec ça? C'est ça, donc c'est une radio télécommandée, donc sans fil. Donc c'est très simple, en fait, il y a avancer, reculer, gauche, droite. Et après, on active l'eau voilà, avec des boutons. Donc c'est très simple de fonctionnement. Oui. Et en fait, je peux tourner à 90 degrés comme je le souhaite pour repartir sur une deuxième travée de vitres. Il y a quelle surface à nettoyer en tout? Il y a 2000 m². Ah oui, En tout, voilà. Donc ça nous prend à peu près 2 jours, à raison d'une fois par mois. il y a des difficultés particulières, il faut faire quand même attention quand on pilote ce robot? Oui, il y a quand même des conditions à respecter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la vitre soit gelée, donc l'hiver on ne peut pas travailler sous 5 degrés. Il y a, en haut de la pyramide, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de vent, donc ça aussi il faut le prendre en compte voilà, quand on travaille. Qui a mis au point ce robot? Ce robot-là, c'est une entreprise suisse en fait, qui l'a développé spécialement donc, pour la pyramide. C'est aussi une attraction du Louvre. Ouais, c'est ça, voilà. Les gens, quand ils viennent ici, par chance, voilà, s'ils tombent sur le bon jour, ils peuvent voir une machine unique. Voilà. Tout d'un coup, il n'a pas décroché comme les fameux lézards. Des fois, il tombe du plafond et hop, si vous dormez la bouche ouverte, vous en avez un dans la bouche. Ouais, voilà. Ça n'est jamais arrivé, ça? Non, au pire des cas, il y a un arrêt d'urgence qui font coller les 40 ventouses. Et donc, sachant qu'une ventouse peut tenir 50 kg, on est tranquille. Ah ouais, vous êtes tranquille, ouais. Oui. Et là, à l'intérieur, vous faites comment pour nettoyer l'intérieur? Donc l'intérieur, c'est pas nous, c'est fait en fait manuellement et c'est fait 2 fois par an parce que bon, c'est moins exposé aux salissures. Donc, voilà. Et effectivement, vous êtes un peu une star sur les réseaux sociaux, vous. Hein. Non, pas du tout. Enfin voilà. Après, Bah si, on vous voit beaucoup quand même photographier, tout ça. Oui, voilà. Bon, les gens prennent plus la pyramide. Moi, en fait, je suis que le pilote, mais c'est vrai que la star, c'est plutôt le robot. Mais je vous laisse, Mathieu. Ouais, Bon merci courage. beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. À l'ombre du Louvre se trouve une petite cantine, la cantine des tsars. Elsa, la tsarine des lieux, façonne tous les jours de curieux petits raviolis que l'on appelle des pelmeni. On dit que ce plat a été inventé il y a plusieurs siècles en Sibérie. Voyez-vous ça?
Bonjour. Bonjour, bienvenue Alissa. à la cantine des Tsars. Merci. Oh. Alors, pour vous accueillir, j'ai préparé des petits zakouskis russes. C'est pour moi tout ça? Et voilà, c'est pour vous tout ça avec un Waouh. petit vodka. Je pense que ça va nous remettre un peu. Ah bah oui, il faut bien ça pour Alors, commencer la journée. ça ce sont des pirachki. Ouais. Donc aux choux, aux champignons, à la viande. Ça, c'est une petite salade russe qui s'appelle salade d'olivier, les cornichons, caviar d'aubergine avec le pain noir qui est typiquement russe. Et normalement, on Et commence bien par sûr, quoi? avec la vodka. Alors là, Comme on veut. vous êtes tout à fait libre de commencer avec ce que vous voulez, chaud. Et voilà. C'est Ça, bon. c'est- Et le petit verre de vodka, Alors, évidemment. Nazdarovie. Nazdarovie, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Nazdarovie. Nazdalovia. Voilà, ça veut dire à la santé. Ça veut dire santé. Bah, Nazdalovia. Nazdarovie. Ça, c'est chou. Ça, c'est le Ça, chou. c'est des pirachki. C'est bon aussi. Ici, on est dans une cantine russe, normalement. C'est Voilà. la cantine des Tsars. Les tsars. Oui, alors racontez-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on propose? La cantine des tsars, en fait, le concept, c'est de faire connaître aux Français qui ne connaissaient pas du tout les raviolis russes, qui est un plat typiquement russe, traditionnel, populaire. Ça s'appelle des pelmeni. Ça, c'est la spécialité de la maison. Ah, tout à fait. L'origine, c'est le XIIe siècle. C'était en Sibérie. Et, paraît-il, donc, ils préparaient les raviolis avec de la viande d'ours. Bah oui, parce qu'il Voilà, y avait ils des chassaient ours en l'ours et- Sibérie. Voilà, c'est ce que... Voilà, moi, je ne sais pas si Vous en c'est avez vrai ou pas vrai, mais... avez jamais mangé? Non, moi, je n'ai pas mangé. Mais dans le monde entier, on trouve ces raviolis. Il y en a évidemment en Italie, il y en Non, a mais après, en chacun, Chine. voilà. Oui, mais ça Après- vient... L'origine, c'est vraiment les Bah Russes qui l'ont non, inventé? mais ou c'est-à-dire c'est- que moi, je ne peux pas vous dire, parce que je ne suis pas historienne, Oui. mais moi, je ne crois pas que les gens qui habitaient en Sibérie aient été influencés par les Italiens à Oui, Rome, ça paraît- dans ça paraît l'Antiquité. Je ne difficile, crois pas. oui. Voilà, ça Oui. me paraît Par difficile. contre, les Chinois, peut-être. Moi, je pense que c'est plutôt les Chinois qui ont copié... parce qu'eux, ils voyageaient, c'était la route de la soie. la route de la soie, tout ça, alors que les gens qui habitaient en Sibérie à l'époque, ce n'étaient pas des grands voyageurs, moi, je pense. En tout cas, vous préférez, vous, la version les Voilà, Chinois exactement. copier les Russes. et pourtant, Alissa, vous n'êtes pas russe, vous. Non, moi, je suis d'origine arménienne, mais je suis née en ex-URSS, voilà. Vous êtes né en Normandie, vous avez vécu à Moscou, et puis maintenant vous êtes en France, rue du Roule. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est quoi votre Non, histoire? mais en fait, j'étais juriste pendant des années, mais depuis toute jeune, j'ai toujours aimé faire la cuisine. Mais j'étais très gênée. Je veux dire, j'aurais pas imaginé dire à mon père, je veux faire de la cuisine. Et mon père est décédé. Quand il est décédé, j'ai dit, je vais me lancer. Et j'ai Ici- réussi, oui, tout à fait. Ici, rue du Roule. Donc vous avez voulu non. faire une sorte de cantine, hein, ça s'appelle la Ah cantine oui, des c'est une Tsars, mais c'est une cantine. cantine un peu chic quand même. Voilà, bon, moi, c'est le décor. Bon, ça, c'est, bah oui. moi, ça me plaît. Donc là, Moi, on a ça, Nicolas c'est- II qui le regarde. Voilà. Ça a une histoire. C'est-à-dire qu'après la Révolution, il y avait des palais princiers. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces palais princiers? Des cantines pour le peuple. D'accord. Donc là, c'est votre petit palais princier à Voilà, vous. c'est mon petit palais princier avec une cantine. On va les fabriquer, ces pelmeni? Bonjour Anaïda. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la composition des pelmeni exactement? Alors, soit on fait agneau, soit porc, mais on ne mélange pas. Et moi, j'aimerais bien essayer. Je peux essayer d'en faire un ou deux? Voilà. Ça commence mal. Ah là 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 là. Tu vois, il a bien compris le système. Hein. Bon, Lisa, c'est... Alors, si vous ne travaillez plus chez France 3, vous savez où vous allez. Vous- Eh ben, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à les manger maintenant. Il n'y a plus qu'à y Exactement, goûter voilà, à ces fameux exactement. pelmeni. Ah oui, c'est délicieux. C'est trop bon. Oui, c'est très très bon. C'est bon. Ah oui.
C'est al dente. C'est vraiment... La pâte est parfaitement cuite. Oui. Un petit peu dure, un petit peu al dente. Hein. Donc vous préférez faire ça que être juriste? Oui. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh non, non, ça, je n'ai jamais aimé. Ah oui, là, c'est une véritable passion. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. Au cœur du Louvre se trouve sans doute l'une des plus belles galeries du monde, la galerie d'Apollon. Elle vient de retrouver son éclat après plusieurs mois de travaux. Frédéric nous y attend en tenue d'Apollon. You fuck around, you must want a gang war. Mon cher Frédéric, je ne pouvais pas vous retrouver ailleurs que dans la galerie qui porte votre deuxième nom, Oh, vous Apollon. exagérez, tout ça pour me voir faire le malin. C'est beau. Ah, c'est très beau. C'est On est somptueux. au Louvre, et là, on est dans la galerie d'Apollon, l'une des plus belles galeries au monde. Ça, c'est incontestable. Alors, ce Louvre, d'abord ce mot, ce Oui. nom, Louvre... Ça vient d'où? Ben voilà, c'est la bonne question. En fait, personne ne sait vraiment. C'est vrai? On parle beaucoup de lieux qui étaient hantés par les loups. Est-ce Eh qu'on ben, peut- c'est pas ça du tout. Eh ben, on ne sait pas. Voilà, ça reste une énigme. Le Louvre, c'est toute une histoire, évidemment. C'est un pan Ah de l'histoire de oui, France. c'est 8 siècles à peu près. Ben absolument. Alors tout commence par une forteresse, ça va devenir un palais royal, puis un musée. Mais évidemment tout ça au fil des siècles avec des souverains qui ont marqué leur temps. Et puis c'est Henri IV qui imagine une grande galerie. Et cette grande galerie, elle longe la Seine. Alors pour aller du Louvre jusqu'à la grande galerie, eh bien on a instauré, c'est ce qu'on appelle la petite galerie qui est devenue la galerie d'Apollon. Racontez-moi cette galerie, Ben oui, cette petite galerie. Oui, elle nous raconte la vie d'Apollon. Apollon qui est là, sur son char, c'est le soleil, si vous voulez. Et puis là, vous avez le lever du soleil, juste au bout de la galerie. Et qu'y a-t-il à l'opposé de la galerie? Le coucher Le du soleil. coucher du soleil, avec Apollon à chaque fois présent dans toutes ses peintures. Alors ça, c'est une chose. Et puis, vous avez tout le tour, vous avez ces personnages. On a Philippe Auguste, on a François Ier, on a Henri IV et Louis XIV qui va installer des artistes ici. Alors là aussi, c'est ce qui nous explique pourquoi, tout autour, en dehors de ces 4 personnages principaux, il y a des visages de personnages secondaires, mais qui sont tous des artistes, des artisans, des génies Bah oui. de l'art qui ont participé à la conception du Louvre. Si vous regardez bien, vous avez des représentations de chaque mois de l'année. Et puis vous avez, vous voyez, le scorpion, vous avez les signes du zodiaque aussi. Donc tout ça, c'est l'année qui nous est racontée tout autour, entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Et puis on a des bijoux. Oui, parce que alors figurez-vous que cette grande galerie, cette galerie d'Apollon, a rouvert ses portes en janvier 2020. C'est la couronne de qui, là? Ah, ça c'est la couronne de Louis XV. Waouh. La vraie couronne de Louis XV? Alors, l'armature est vraie, et il est vrai que les pierres ne sont pas les vraies pierres. Alors évidemment, parmi les joyaux de la couronne, beaucoup ont disparu avec la Révolution, on le comprend bien. Là, ce sont des achats successifs et des découvertes successives. On avait celle de Louis XV, mais les autres sont revenus au Louvre par la suite. Vous restez hanté Oui, comme oui. Belphégor? Ah, un petit peu, oui. Oh. Oh là là, j'ai trop peur. Il m'a toujours dit que j'étais belle, Fégor. Sous la cour du Carrousel, dans un sous-sol sur 3 niveaux, construit au moment des travaux du Grand Louvre, se trouve le Centre de recherche et de restauration des musées de France. C'est également l'endroit où se cache la fameuse Aglaé, un accélérateur de particules dédié aux œuvres d'art. Bonjour Lise. Bonjour, Alors vous êtes entre guillemets une cliente d'Aglaé. c'est ça. Je suis venue 3 jours là travailler sur Aglaé depuis hier. Voilà. Et alors vous travaillez sur quoi précisément? Alors je travaille sur des objets en alliage à base de cuivre, donc c'est bronze, laiton et autres variantes, et qui proviennent de 2 nécropoles, donc 2 cimetières mérovingiens qui ont été fouillés en Belgique. Ok. Et qu'est-ce que vous attendez alors d'Aglaé? Alors ce que j'attends, c'est de connaître en fait la composition élémentaire de ces objets. Ce qui compose en fait l'alliage, combien de pourcents il y a de cuivre, d'étain, de zinc, de plomb et d'autres éléments chimiques, pour répondre à un certain nombre de questions historiques. Alors là, quel objet vous allez passer sous l'œil Alors là, scrutateur d'Aglaé? Je vais passer une fibule. Une fibule Qu'est-ce que c'est que ça? discoïde. Donc c'est une broche en fait Ouais. que l'on met plus ou moins ici pour accrocher le vêtement. Moi, ce que je veux savoir, c'est la composition de la platine de cuivre. Ok. Donc
On la positionne en fait devant le laser qui nous permet de bien positionner l'objet. Là, on laisse tranquille notre pièce. Là, on le laisse et on ferme la porte. Et puis Ouais, c'est bon? voilà, on y va. Ah, ben voilà la maîtresse des lieux. Voilà Claire. Merci Lise, à tout à l'heure pour les résultats. Alors, ça c'est Aglaé. Ça, c'est Aglaé. C'est quoi exactement Aglaé? Aglaé, c'est le petit nom de l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire. Ça démarre où alors exactement? L'histoire commence ici, où nous avons nos sources de particules. Nous allons créer nos fameux protons, mais ils ne sont pas accélérés. Pour ce faire, c'est la cuve qui est juste derrière vous. Ouais. Une particule chargée dans un champ électrique va être accélérée. Et donc, en fin de parcours, quand on va sortir de cette cuve, on va obtenir des particules accélérées et leur vitesse peut atteindre jusqu'à 10% de la vitesse de la lumière. Ça veut dire quoi Pour vous ça? donner une idée, si je pointais l'accélérateur vers la Lune, il faudrait une quinzaine de secondes pour Ah oui, atteindre déjà. Alors ça l'énergie. sort de cette cuve, ça va à 30 000 km/s, Les particules vont parcourir 27 mètres. dans une machine quand même assez infernale, hein, assez compliquée. Tout ça pour être tout faisceau comme ça. Mais ça sert à quoi exactement? Alors, l'interaction particule-matière va permettre de récolter tout un tas d'informations que d'autres techniques ne permettent pas. Mais est-ce que vous avez des exemples? J'imagine que vous en avez des dizaines et des dizaines, où vous avez mis une pièce devant le nez d'Aglaé et là, vous avez eu des vraies surprises. Vous avez appris des choses que vous ne vous attendiez pas du tout. C'est une tête bleue égyptienne en verre qui est arrivée dans les collections du département des antiquités égyptiennes et qui posait question. D'un point de vue typologique, la coupe de cheveux paraissait plus Charleston qu'Égypte antique. Donc ça posait vraiment des questions. Vous avez peur que ce soit un faux, quoi, c'est ça? Exactement. Passer cette tête sur Aglaé. Et là, on a découvert qu'il s'agissait d'un faux, effectivement. D'accord. Et vous l'aimez, vous, Aglaé, hein? Ah, je suis particulièrement attachée, mais quand on la connaît... Ouais, on voit que vous la regardez avec un petit peu de tendresse, quand même. C'est votre C'est bébé. un peu ma fille. C'est un peu votre fille? C'est un peu ma fille. Ça va, elle grandit bien, elle est sage. Ça va. Qu'est-ce que vous avez appris alors que vous ne saviez pas sur cet alliage, sur ce... Sur ce bijou. Je ne connaissais pas sa composition, donc là je peux dire que c'est un cuivre au plomb et non un laiton ou un bronze. Et après je vais pouvoir le comparer avec d'autres objets et lier la variable composition de l'alliage à d'autres variables, comme par exemple le type d'objet, donc c'était une fibule, comparer avec d'autres fibules et voir aussi en fonction de la chronologie par exemple. Mais comment dire, ça certifie déjà des choses que vous saviez ou ça vous emmène sur 29 Non, c'est une connaissance qu'on n'avait pas du tout et donc voilà, on n'avait pas D'accord. d'éléments, d'indices qui nous permettaient avant D'accord. de dire c'était un cuivre au plomb. Donc, Ok, voilà. donc vous êtes plutôt contente. Oui. Ouais. Oui, je suis contente. Oui. Bon, bah voilà, Aglaé a fait son boulot, elle vous a Aglaé appris a fait quelque son chose. boulot. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de reprendre un ancien dossier qui est un autoportrait de Francisco Goya. Et la question qui se pose autour de ce tableau en ce moment, c'est est-ce que c'est un tableau original de Goya ou est-ce que ce serait une copie, une répétition qui ne serait pas de l'artiste? Et donc c'est évidemment beaucoup de choses. vous, Bruno, qui devez apporter la réponse. Je ne dois pas apporter la réponse, mais j'ai en main des informations scientifiques qui sont essentielles pour juger à bon escient. Alors là, on a la radio derrière. Alors vous avez la Notre radio fameux juste Goya derrière. ou pas. Et vous avez là la photographie du tableau qui représente donc un homme au visage un petit peu rond, mais ça n'en dit pas plus, ça ne dit pas grand-chose sur l'authenticité, sauf que les traits du personnage sont bien ceux de Goya. D'accord. Mais est-ce que c'est lui qui s'est peint ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a peint le portrait de Goya? C'était la question qu'on se posait. Et alors? Alors, la radiographie, elle est là, donc elle est à la taille de l'œuvre, hein, et elle nous apprend beaucoup de choses. On a des informations sur la structure de la toile, on voit bien donc, que c'est une toile fine et serrée. On voit aussi tout autour une sorte de découpe noire avec des pièces qui ont été rajoutées sur la partie droite. C'est un événement malheureux qui est survenu à ce tableau. Il a été volé dans les années 1940 et on l'a retrouvé en Suisse donc après une longue enquête. Hein. Mais quand on a la radiographie, on voit bien que le voleur
à découper très vite dans le châssis la toile pour l'emporter avec lui de façon probablement à la vendre, chose qu'il n'a certainement pas réussi à faire. Et ce qu'on observe ici, c'est que l'artiste qui a fait cette œuvre a utilisé un miroir pour se portraiturer, c'est peint tel qu'il se voyait, et donc c'est peint lui-même lorsqu'il a fait ça. Ça ne peut pas être une copie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le musée d'Agen. Plutôt une bonne nouvelle pour le musée d'Agen. Ça, c'est qui? Alors ça, c'est un tableau de Claude Monet, qui est très connu, qui est au musée d'Orsay, qui représente les femmes au jardin, qui montre aussi que le tableau a subi même une altération. Il a été déchiré et recollé. Vous voyez là une grande déchirure. Et puis on voit aussi qu'il a hésité sur la position de certains personnages, puisqu'il a déplacé une tête. Vous voyez ici que la jeune femme qui est assise au sol a été peinte 2 fois. Donc Monet a fait un repentir de composition, comme on en voit fréquemment en radiographie. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand vous avez le Goya à côté de vous, comme ça, le vrai ou le faux, mais là, bon, c'est un vrai apparemment, et puis que vous rentrez dans lui comme ça, là, qu'est-ce qu'on ressent exactement? Ça peut mal se passer. Parfois, il y a des tableaux très importants qu'on est content d'avoir et qui finalement se révèlent sans intérêt. Il m'arrive de temps en temps de ne pas avoir de connexion avec les œuvres. Ah ouais? Dire, bon, puis il y a des œuvres qui vous clouent sur place, sur lesquelles là, vous pouvez me donner un exemple, là. Vous ne pouvez rien faire, tellement ça vous paralyse, tellement l'œuvre est majeure. Je pense à la Joconde. Lorsqu'on a eu à étudier la Joconde, c'était trop fort que de travailler directement sur cette œuvre. Il a fallu vraiment apprendre à plus savoir ce qu'on était. Ça veut dire quoi? Ça fait vraiment des frissons, de l'émotion? C'est quelque chose de très fort. Cette vieille dame est en bonne santé, ça? Là, cette vieille dame est fragile, c'est une vieille dame. Ouais. Elle est sur un panneau très mince, elle est très sensible, on peut plier. Elle est très sensible aux variations de température et d'humidité, mais dans les conditions de conservation actuelles, elle ne risque rien. Nous ne sommes pas dans les caves du musée, mais non loin, dans un lieu dédié à l'univers de la vigne et de l'œnologie. Ici, on peut prendre des cours et on peut même composer son propre vin. Là, on est en train de faire un atelier d'assemblage. On va déguster et comprendre ensemble 5 vins rouges monocépages pour créer votre propre cuvée. Plus il est clair, plus il est lumineux, plus c'est un vin jaune. Et à l'inverse, plus il est, on va dire, oxydé, des couleurs orangées, brunes, un peu ternes, ce serait un signe d'oxydation et d'âge. Donc je vais vous laisser déguster un peu de Cinsault. L'idée, c'est de prendre une gorgée de vin sans être trop timide. Et n'oubliez pas les crachoirs. C'est vous maintenant qui allez prendre la main. C'est vous qui allez vous faire un petit peu vos assemblages. Qu'est-ce qu'on fait là exactement, Nicolas? Là, on prend un cours d'œnologie? Qu'est-ce que c'est? Effectivement, on voit ensemble un petit peu les techniques de dégustation et on va pouvoir peser un petit peu on va dire la carte d'identité de chaque cépage de manière à les comprendre et pouvoir ensuite les assembler. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces 5 cépages pour créer une cuvée qui vous plaît le plus. On va s'y mettre à 5, on va faire un beau et bon Château Paname. Hein? C'est bon comme le cours de physique. Chimie. Là, j'ai fait un côte du Rhône, quoi. Vous avez appris ça comment? Où ça, le vin? Je ne suis pas œnologue, je ne porte pas le titre d'œnologue. En revanche, j'ai un diplôme d'œnologie, j'ai des diplômes dans le commerce du vin. Et maintenant, je suis, on va dire, plutôt sur l'aspect sommellerie de la chose. Ouais. Le vin, ça fonctionne bien, hein. Tout le monde aime le vin. Les gens sont de plus en plus curieux sur ce qu'ils consomment. Et exigeants. Ouais. Exigeant, tout à fait. Ouais. Hein, et c'est ça qui est intéressant. On boit de moins en moins en France depuis le milieu des années 50, ça fait que décroître, mais au profit de la qualité, on boit des vins beaucoup. Il y a une notion de dégustation, de plaisir qui est là, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas dans le passé, ou moins peut-être. Alors, vous en êtes où? Moi, j'ai fait 10% de Cinsault, 20% de Grenache, 30% de Syrah et 40% de Mourvèdre. Moi, j'ai fait 50% de Syrah, 25% de Grenache et 25% de Mourvèdre. D'accord, donc une structure, une identité Syrah, ce qui est assez chouette aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe après, une fois Et qu'on a réalisé notre Et bien là, ce qu'on va faire, cépage. Nous, on va embouteiller cette cuvée. Hop, alors, verdict. Alors, verdict. Peu de fruits noirs mûrs. Ouais. Ah, ce que ça donne. Hein. Oh, quel enthousiasme. Où c'est le monde? Maintenant, Ouais, plutôt très bien. bon, hein. On a une belle acidité, on est sur quelque chose qui est sur la fraîcheur. Bon, hein. C'est super bon. Bah ouais. On est clairement, ouais. Non, c'est vrai, c'est plutôt pas mal. C'est moi qui les ai effectivement. inspirés. Bon, évidemment, à consommer avec modération.
En revanche, ce que je vous invite à ne pas consommer avec modération, c'est l'émission Paname que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet francetv.fr. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Et nous, on trinque à cette belle émission autour du Louvre. Une des plus belles galeries au monde. Ça, c'est C'est assez sensuel quand même comme forme. Hein alors là, vous allez trop vite, Lise. Oh là là, je connais pas. Waouh. On va le refaire. Attends, t'étais là. Je savais pas où t'étais.